en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Irène de Christine L'Apostole, paru aux éditions MF en 2026. Le récit de Christine L'Apostole s'articule autour de Janice, la fille d'Irène, qui meurt d'un arrêt cardiaque. Sa mort soudaine déchire un quotidien jusque-là tissé d'amour et d'attention. La narratrice croise le chemin d'Irène et devient son amie. Elle restitue pudiquement les trajectoires de ces deux femmes, leur révolte silencieuse face aux injustices sociales, leur refus des normes imposées par le pouvoir ou l'argent. Une œuvre chorale et circulaire sur le deuil et l'amitié, où ces trois voix féminines se croisent et s'enchevêtrent, la perte devenant le catalyseur d'une rencontre profonde et singulière, une manière d'être au monde. Les âmes de nos morts nous entourent, parfois nous sollicitent. Ce sont des puissances. Irène explique qu'elle ne conduit plus depuis 40 ans. Depuis 40 ans, je voyage comme un colis. Je m'en remets totalement à la personne qui conduit. Je ne me préoccupe jamais de l'itinéraire. La notion d'itinéraire est complètement sortie de ma vie. Elle dit « Oui, je ferai cette sortie dans la Jaguar des amis de Janice dont elle m'avait tellement parlé. Ce sera jeudi prochain. Je ne suis jamais monté dans une Jaguar. Ce sont des gens d'un certain âge, ils sont anglais. Ils avaient acheté une gravure à Janice l'été dernier. Ils ont dit que, comme ils sont malheureux pour moi, ils veulent me faire plaisir en m'emmenant promener. Ils ne comprennent pas le français. Il n'y aura pas besoin de parler. Je les guiderai jusqu'à Trévignon. C'est de là que le bateau d'où nous sommes allés disperser les cendres de Janice est parti. Ce sont des bénévoles qui proposent ce service. C'est généreux à eux. Ils m'ont traité avec beaucoup de gentillesse. Plus tard, j'ai entendu les Anglais raconter. Ils voulaient faire plaisir à cette femme qui leur faisait peine. Ils s'étaient mis à sa disposition. Avant de leur montrer l'endroit dans l'océan où on avait dispersé les cendres de sa fille, elle avait tenu à aller dans un petit village, le village où elle était née. Elle les avait fait s'arrêter devant la mairie de ce petit village, et elle était sortie de la voiture presque en courant. Elle s'était précipitée dans les bureaux de la mairie. Les Anglais l'avaient suivie timidement, sans comprendre pourquoi elle s'en prenait furieusement à une secrétaire à propos d'il ne savait pas quoi. Il lui fallait un papier, tout de suite. La secrétaire prétendait qu'il fallait revenir, et Irène, qui semblait connaître et ne pas apprécier cette secrétaire, avait décidé de ne pas sortir tant qu'on ne lui aurait pas remis ce papier. Irène dit qu'elle aimerait en finir. Elle a 82 ans, elle ne se sent pas de vocation pour la souffrance. Ce qui lui fait peur, ce qui lui fait horreur, ce qui pourrait lui arriver si elle perdait trop de force, le laisser aller, l'hôpital. Le linge fait des culbutes dans la grande machine de la laverie déserte. J'ai 45 minutes devant moi, je sors, j'ai pris mon téléphone, j'appelle Irène. Elle est dans sa cuisine, en train de se préparer une tisane. On parle, je marche, nous décrivons la lumière. Tu es où exactement? Je suis à Audierne, sur la passerelle qui va du port à la Grand-Plage. Tu sais, je ne connais pas bien Audierne, je n'y suis allé qu'une ou deux fois. Je ne peux pas dire de but en blanc à Irène qu'Audierne est l'endroit qui m'a sauvé la vie. Ce serait bien trop grandiloquent. Je dis, il y a 35 ans, quand je suis arrivé dans la région, c'est ici que j'ai habité. Tout était à l'abandon, fermé, vide, à vendre. C'est pour ça que j'avais choisi Audierne. Choisir, dit Irène, moi je crois que je n'ai rien choisi dans la vie. J'avais séjourné à Audierne une fois, en vacances, un hiver, avec l'homme que j'aimais. L'océan grondait, les vagues déferlaient, le vent faisait mal aux oreilles. L'homme que j'aimais avait dit qu'Audierne était un endroit où il pourrait vivre. C'était la première fois que je l'entendais dire une chose pareille.
Et moi, j'avais pensé le contraire, que jamais je ne pourrais supporter ce port sinistre, austère, hostile, si loin. Quelques années plus tard, l'instinct qui vous guide quand vous n'avez plus rien d'autre à quoi vous remettre m'avait poussé là. Il y a 35 ans, 5 ans après qu'Irène, que je ne connaissais pas alors, avait renoncé à conduire, je suis venu vivre à Audierne, où la moitié de la ville était à l'abandon. C'est là que j'ai repris pied. Je ne veux pas raconter à Irène cet effondrement de ma vie au moment où on est censé la construire. Il n'est pas question d'ajouter encore un récit de malheur dans le paysage d'Irène. Je dis simplement, c'est ici que je suis venu habiter quand je suis arrivé dans le Finistère. C'est ici que j'ai écrit mon premier livre, Le Grand Large. Janice l'avait lu, elle t'en a peut-être parlé. Il n'y a plus de réseau, on est coupé. Je marche en direction du phare. Je descends sur la plage, à peine foulée aujourd'hui par les pas des autres, m'approche de l'eau. Un crabe presque transparent file sur le côté, des poissons minuscules en bancs rapides. Je suis arrivé à Audierne en décembre 1990. Le bail de la maison que j'avais louée prenait effet le 1er décembre. Il faisait gris, le temps était humide, les estivants étaient partis depuis longtemps. J'étais une étrangère jeune, qui avait décidé de venir habiter ce port en perdition, où personne ne faisait attention à vous. À l'époque, la ville était trop grande, presque toutes les maisons étaient à vendre. J'étais d'abord venu en novembre. Il y avait 13 maisons à louer, je les avais toutes visitées. Mon ami J m'accompagnait. Il avait dit « J'y crois à ton idée de vivre là. Cette maison, elle peut faire peur, mais je t'y vois. » À la sortie de la ville, sur la route de la Pointe du Raz, la maison était perchée au-dessus d'un grand garage qui avait été l'atelier d'un bourrelier. Il restait une odeur de cuir. La propriétaire avait mon âge. On se disait « Madame », elle venait d'ouvrir une agence immobilière. J'étais sa première cliente. Le bourrelier était son grand-père. Mon déménagement n'arrivait pas. Chaque jour, j'attendais le camion du déménagement qui n'arrivait pas. Je n'avais rien d'autre à faire qu'attendre. N'arriva ni le jour prévu, ni le lendemain, ni le 3e jour, ni les suivants. La maison était vide, la rue était vide, la ville était presque vide, l'océan était immense. Et ces choses du déménagement, mes affaires, mes effets, ce qui était à moi n'arrivait pas. Ces choses étaient forcément quelque part, mais personne ne pouvait me dire où. Ici, on était tout au bout. Qu'est-ce qui avait de l'importance? Chaque matin, je parcourais le chemin qui séparait l'hôtel de ma nouvelle maison vide, au 72 rue du 14 juillet. Dans la maison vide, je lisais, j'attendais. Je n'avais pas de téléphone. Je lisais Apollinaire et Le Naufragé de Thomas Bernard. Pour tuer le temps, j'allais au centre Leclerc, qui était un peu plus loin à la sortie de la ville sur la route de la Pointe du Raz. J'achetais des bonbons, des clous, de la peinture, une étagère. Il y avait une cabine de téléphone. J'essayais de joindre les déménageurs. Je n'y arrivais jamais. J'entendais la voix d'un homme, toujours le même. Il avait un défaut de prononciation. Et puis on était coupé. Le déménagement n'arrivait pas. La ville vide, le vent, l'océan. Début d'hiver. Je mangeais les bonbons achetés au Leclerc. Par moments j'étais grisé par la forme de cette nouvelle vie sans rien. Le soir, je faisais le chemin à l'envers, par la ville, par le port. Sur la passerelle, je croisais les gars de l'école de pêche, qui n'étaient pas encore une ruine, avec leurs plaisanteries moyennement drôles. À l'hôtel, le cuisinier faisait essayer aux rares clients les nouveaux plats pour la saison à venir, et l'hôtelier nous demandait notre avis. Mes amis me téléphonaient. Il y avait une cabine près des toilettes comme dans tous les restaurants à l'époque. À cause de ces nombreux appels, l'hôtelier pensait que j'étais quelqu'un d'important. Je revenais à ma place. Le repas était froid. Irène reproche à ses sœurs de prononcer des paroles qui lui font mal. Elle se demande si parler avec ces 2 femmes ne lui fait pas encore plus mal que si elles étaient fâchées. Celle qui n'a jamais eu d'enfant, quand Irène lui avait appris que son fils était atteint d'un cancer, avait eu le culot de dire « Ce traitement, ça ne va pas le sauver,
mais ça la fera peut-être vivre un peu plus longtemps. Comment des gens, qui n'y connaissent rien, peuvent-ils se permettre de pérorer ainsi? Et qui sont-elles, ces soi-disant sœurs, pour pouvoir vous dicter les formes de votre chagrin? La semaine dernière, disait Janice dans un mail du 18 janvier 2018, la semaine dernière, j'ai vécu un moment difficile. J'ai fini un dessin qui m'a pris 6 mois de travail, 1 mètre sur 70 centimètres. Je le montrais pour la première fois. Je l'avais étalé sur une table de la salle des profs, je le montrais à ceux qui étaient là, et quelqu'un, je n'accuse personne, a renversé un café dessus. Mon dessin était foutu. Je peux te dire que j'ai pleuré. Les jours suivants, je ne pensais plus qu'à ça. En me réveillant, en me couchant, je n'en dormais plus. Et puis j'ai décidé de le refaire. J'y suis là, dès que je rentre, le soir, la nuit, tout le week-end. C'est pour l'expo. Un dessin, une gravure sur bois et un volume en tissu. Je t'enverrai la photo du dessin en question. Tu verras, je crois qu'il sera encore plus magnifique que le premier. Irène m'a proposé de cueillir avec elle les framboises de son jardin. Mais que dire, Irène, devant votre souffrance? Comment faire? On voudrait pouvoir soulager, et on n'a que des mots maladroits. Simplement écouter. Tu sais écouter? C'est tout ce que tu peux faire. C'est déjà pas mal. J'ai été croyante, dit Irène, entre l'âge de 12 ans et l'âge de 15 ans. À la mort de sa mère, elle avait cherché un peu de réconfort auprès des bonnes sœurs qui lui faisaient l'école. À Nevèze, puis à Nizon, à une quinzaine de kilomètres de Concarneau. Les 82 ans de l'existence d'Irène se sont écoulés sur un rayon de 15 kilomètres. Je ne sais pas si elle a voyagé, si elle est allée à Paris une seule fois dans sa vie. Je n'ose pas le lui demander. Jusqu'à l'âge de 9 ans, elle grandit à Nizon, près de Pont-Aven. De 9 à 12 ans, elle est en pension chez les bonnes sœurs à Nevèze, puis, à la mort de sa mère, elle revient auprès de ses frères et sœurs, chez ses grands-parents, à Nizon. À 15 ans, elle déménage à Concarneau, dans la maison neuve où elle vit toujours, rue des Hirondelles, pas loin de la plage des Sables Blancs. Le père d'Irène passait le plus clair de son temps en mer. Il était maître d'hôtel et responsable des vivres sur un cargo. Il n'avait pas prévu de construire de maison. Lorsqu'il était à terre, il s'ennuyait. Il travaillait pour arrondir les fins de mois. Quand il a accepté un travail de terrassier dans un nouveau lotissement planifié par la ville, il ne savait pas qu'il allait être le terrassier de sa propre maison. Il l'a acheté ensuite sur plan. La maison s'est construite pendant qu'il était en mer. Irène y a emménagé avec ses frères et ses 2 sœurs à l'âge de 15 ans. À la mort de sa mère, c'est elle, l'aînée, qui a dû prendre en charge ses frères et sœurs. D'abord à Nizon, où elle se voit encore, entourée de cette petite marmaille, traverser le bourg pour aller laver le linge au lavoir. Elle sentait que c'était un acte d'une autre époque, elle avait honte. Puis à Concarneau, dans la nouvelle maison dotée d'une machine à laver, où elle allait continuer de vivre avec son père, ses frères et sœurs, puis avec son père, son mari et ses propres enfants, puis sans père, puis sans mari, dans cette maison où avaient fini de grandir d'abord ses frères et sœurs, puis où avaient grandi avant d'en partir à leur tour ses 3 enfants à elle. Elle était toujours restée dans cette maison qui avait connu le retour de Janice, il y a un peu plus de 20 ans, et où elle était désormais seule. Nous sommes dans la cuisine. Nous prenons un rafraîchissement sur de jolis sets de table faits de compositions de fleurs de cerisier séchées, entre 2 feuilles de plastique souples que Janice avait rapportées d'une de ses escapades. Il y a la magnétiseuse, une vraie rencontre celle-là aussi. Irène, en parlant de la magnétiseuse, dit « Dans ma parole intérieure », ces mots je les emprunte à Françoise Héritier. Dans ma parole intérieure, je l'appelle ma fée merveilleuse. La maison a été entretenue, les peintures et les huisseries refaites, mais la disposition des pièces est toujours restée la même. Seuls les voisins ont changé. Irène dit « Même si j'étais aveugle, je saurais parfaitement me déplacer dans cette maison. » Je la connais par cœur. Irène ne fréquente pas ses voisins. Ceux de gauche sont très vieux. Actuellement, ils sont en cure et quand ils sortent de chez eux, ils sont déjà dans leur voiture, activant l'ouverture du portail avec un dispositif électronique.
De l'autre côté, la voisine sort de temps en temps pour passer la tondeuse. Irène et elle ne se parlent pas. Bonjour, bonsoir, c'est tout. En face, c'est le camping. La haie du camping. Mais comme l'entrée est à l'autre extrémité, Irène entrevoit seulement le haut des mobil-homes qui dépassent de la haie. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.